Bonsoir à tous, voici le sommaire. Une semaine après le départ d'Alpha Condé, chassé par le colonel Doumbia et ses hommes, certains Sénégalais se demandent si le même scénario est possible au Sénégal. Mam Abdougué Kassé nous offre des éléments de réponse dans son reportage Sénégal et Guinée, deux voisins si proches mais si loin. Nous recevrons ensuite le journaliste Bakary Domingo Mané pour en discuter. Dans Coin Éco, direction Kolda, une région limitrophe à trois pays, la Guinée-Bissau et le Mali. Seydou Diatta, notre correspondant dans la région, nous dévoile les avantages d'une telle position géographique. Dans Diplomate, notre diplomate du jour est Mohamed Bajrafil. Théologien musulman, linguiste et essayiste, il s'exprime sur la paix dans le monde suite au retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. Dans Ailleurs A, nous serons en retour en Guinée, où nous serons en ligne avec notre correspondant à Conakry, Mamadou Maktar Soare. Il revient sur les derniers développements, une semaine après le putsch du colonel Mamadou Doumbia. Bouillon le culture, les binationaux au cœur du dossier culture de la semaine. Notre reporter Boubacar Dia nous livre les confidences des Sénégalais détenant une double nationalité. Dans Tranche de vie, Babacar Seck part en immersion dans deux familles de Rufisque-Est. Objectif, voir comment les pères de famille s'acquittent de la dépense quotidienne dans un contexte de hausse des prix des denrées de première nécessité. Les développements dans un instant. Alpha Condé destitué par le colonel Doumbia et ses hommes. C'était la semaine dernière et ce putsch remet au devant de la scène la question du troisième mandat au Sénégal car certains de nos compatriotes se demandent si le même scénario peut se reproduire ici. Ce n'est pas le cas pour Alpha Wali Diallo. L'expert en relations internationales pense que les deux pays sont voisins mais ne partagent pas les mêmes réalités ni la même trajectoire politique. Mam Abdougué Kassé signe le dossier confraternel. La Guinée et le Sénégal, si près géographiquement, si loin politiquement. Si le premier pays a obtenu 2 ans plus tôt son indépendance, il n'est pas pour autant une démocratie majeure. Preuve plus que palpable avec le coup d'État le 5 août qui arrache le pouvoir des mains d'Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de l'histoire de la Guinée en 2010. Ce sont deux pays qui, même s'ils sont proches, ont des contextes d'évolution qui diffèrent. Ce qui s'est passé à Conakry, grosso modo, ne peut pas se passer au Sénégal. Je ne dis pas qu'un coup d'État ne peut pas arriver au Sénégal. Mais la situation, le contexte qui a amené à ces dérives ne peuvent pas arriver au Sénégal parce que quoi qu'on dise, même si notre démocratie souffre, nous avons des institutions. Le monde a connu 475 coups d'État en 70 ans. L'Afrique tient le haut du pavé avec 200 à son compteur, soit presque la moitié. Dans ce lot, la Guinée figure parmi les mieux servis. Le pays en a enregistré 4 contre 0 pour le Sénégal. Pour l'expert en relations internationales, la raison est à chercher dans la discipline militaire, mais également dans la culture des deux peuples. Le Sénégal insiste. Ici, les gens, quoi qu'on dise, ils n'iront pas, ça c'est dans le Sénégalais, ils n'iront pas jusqu'à vouloir contraindre par la force de l'État à revenir sur ces augmentations de prix. C'est vrai, l'État va essayer de trouver des solutions. Moi, ce qui me fait beaucoup plus peur, peut-être, c'est le contexte politique qui, combiné avec ce contexte économique qui est défavorable, peut constituer un étincelle qui pourra faire exploser tout. Au sortir des événements de mars dernier, le président de la République Macky Sall avait procédé au limogeage des commandants de la police et de la gendarmerie. Des décisions qui ont suscité beaucoup de commentaires. Toutefois, le lien de causalité n'est pas établi avec le cas guinéen qui a causé la perte du président Condé, lequel a donné le bâton au colonel Mamadi Doumbia pour se faire battre. En fait, ce n'est pas l'armée qui s'est rebellée, c'est-à-dire les forces spéciales ont voulu régler le compte à Mohamed Diané, le ministre de la Défense, qui voulait s'autoproclamer successeur d'Alpha Condé. C'est parti de ça. Et si vous voyez même, Mohamed Diané était en désaccord avec le SEMGA, le chef d'état-major, le général Namori Traoré. Et c'est le général Namori Traoré
qui a mis la puce à l'oreille au colonel Doumbia pour lui dire que au sein de ces coréens, il y a des gens qui sont en train de comploter pour te mettre hors d'état de nuire. Le putsch perpétré contre Alpha Condé et son régime a remis au goût du jour la patate chaude du troisième mandat. Une brèche dans laquelle se sont engouffrés certains leaders de l'opposition et activistes ici au Sénégal, mettant en garde le chef de l'État contre toute velléité allant dans ce sens. Mais comparaison n'est pas raison. Et moi, je suis rassuré. Peut-être c'est la première fois que je vais parler du troisième mandat. J'ai toujours dit que j'en parlerai pas. Parce que je n'ai jamais entendu le président Macky Sall dire qu'il va faire un troisième mandat. Des gens parlent à droite, à gauche. Je sais qu'il suit l'actualité dans la sous-région et il sait que dans ce pays, les Sénégalais sont amnésiques. Il y a eu des antécédents. On a une conscience citoyenne juvénile qui fait que le président réfléchirait à 7 fois avant de se lancer dans une aventure aussi hasardeuse. Je suis convaincu, jusqu'à l'heure où je vous parle, que le président Macky Sall ne fera pas un troisième mandat. Comme un excitant, mieux une denrée, le troisième mandat déchaîne les passions au Sénégal, même si l'échéance n'est pas aussi proche. À presque 3 ans de la présidentielle, il alimente toutes les conversations. Merci Maman Abdougué Kassé pour ce dossier. Pour parler de troisième mandat, nous recevons Bakary Domingo Mané, administrateur et directeur de publication de Monde Afrique. Bonsoir. Bonsoir Mustapha. Comment allez-vous? C'est moi. Merci. Dans le reportage, il est question de coup d'État et de troisième mandat. Est-ce que vous pensez que le scénario qui s'est passé en Guinée où on a vu un énième coup d'État peut se produire ici au Sénégal? Oui, évidemment, on ne peut pas tout de suite transposer une réalité, n'est-ce pas, qui s'est passée en Guinée, la transposer forcément, n'est-ce pas, au Sénégal. Parce que les choses ne se font pas aussi mécaniquement. Mais quand même, je pense qu'il est important de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui font que, quelque part, quand vous entendez le colonel Doumbia égrener les raisons qui ont poussé les militaires vraiment à prendre le pouvoir, je pense que quelque part, ça devait, de mon point de vue, alerter les autorités, n'est-ce pas, du Sénégal. Parce que pourquoi? Voilà ce que Doumbia dit. Il dit que la situation socio-économique et politique du pays n'allait plus. Voilà, et il y avait une manipulation encore, n'est-ce pas, disons, de la justice. Et ensuite, un certain nombre, surtout au niveau des droits des citoyens, les droits des citoyens étaient complètement bafoués. Donc on arrêtait les gens, on les mettait en prison, voilà, et on cassait de l'opposant. Regardez ce qui se passe dans notre pays aussi. Je prends simplement l'élection présidentielle, n'est-ce pas, de 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce parrainage, les gens se sont débrouillés pour écarter, n'est-ce pas, des opposants. C'est une réalité qu'il faut le dire. Maintenant, on a habillé cela par une démarche carrément qu'on peut plus ou moins accepter parce qu'on a impliqué la justice dans la démarche. C'est ça que j'appelle l'habillage. Parce que, évidemment, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, les droits des citoyens n'étaient pas aussi respectés à 100%. La preuve, vous allez voir des gens qui déposent juste un renseignement sur une marche. Parce que je dis que la marche est constitutionnalisée dans ces pays. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une autorisation. Tout ce que disons, le requérant fait, c'est d'informer l'administration en disant oui, nous voulons marcher tel jour, et c'est l'administration, n'est-ce pas, d'apprécier. Mais il n'est pas du ressort de l'administration de dire oui, je vais autoriser ou non. Maintenant, les gens vont trouver des superficies, ouais, il y a des dangers pour les populations, si on laisse faire. Alors, il y a combien de marches qui ont été la dernière en date, c'est la marche, n'est-ce pas, de Nyolank. Nyolank, ils ont voulu marcher, voilà, on a interdit. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi en Guinée. En Guinée, des gens sont tués. Des gens se sont vus. Donc la situation est quand même plus violente en Guinée qu'au Sénégal. Oui, la situation est plus violente parce que ça aussi, c'est une question historique. Ça aussi, il faut le dire. La Guinée est un pays et qui a pris son indépendance vraiment dans
en 1958, lorsque les autres pays ont hésité, lui, il est le premier à dire, moi, je prends mon indépendance. Et on a vu l'arrivée de Sékou Touré, ce qui s'est passé avec les exactions par-ci, par-là. Donc, cette histoire-là, dans tous les cas, on ne peut pas l'évacuer comme ça d'un seul coup. Donc, du point de vue politique, on ne peut pas comparer à 100% ce qui se passe en Guinée et ce qui se passe au Sénégal. Quoi qu'on dise, je pense que le Sénégal atteint un niveau de démocratie qui fait que quelque part, même s'il y a des brimades, même s'il y a la négation, n'est-ce pas, des droits, n'est-ce pas, des citoyens, évidemment, c'est un degré moindre. Mais quand même, je dis, on ne va pas laisser les choses s'en aller comme cela. Parce que si on laisse les choses couler, évidemment, on peut arriver au même niveau, n'est-ce pas, que la Guinée. Et parce que ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas en un jour que ça s'est passé. Parce que simplement, il y a des gens, il y a un président qui a posé des actes. Et en face, vous avez aussi une opposition aussi qui a posé des actes. Dans l'un dans l'autre, pour moi, la situation, évidemment, la responsabilité des hommes politiques est engagée dans cette affaire. Aujourd'hui, si les militaires ont fait ce coup d'État-là, d'abord qu'il faut regretter, qu'il faut dénoncer. C'est pourquoi je n'ai pas compris, disons, l'attitude de certains responsables de l'opposition guinéenne qui, à demi-mot, à mots voilés, ont accrédité, ou du moins ont soutenu ce coup d'État. Voilà, parce que j'ai entendu quelqu'un dire c'est le moindre mal. Voilà, c'est le moindre mal. Mais attends, écoute, je pense que quand nous sommes dans un pays démocratique, quel que soit vraiment le comportement de celui qui dirige, mais pour moi, on ne peut pas vraiment, disons, soutenir un coup d'État. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Donc, moi, ce que je dis, oui, c'est arrivé en Guinée, c'est regrettable. Ça peut arriver au Sénégal. Contrairement à ce que les gens disent, oui, ça ne peut pas arriver. Mais quoi, nous sommes quel pays? Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des pays, nous sommes des hommes et des femmes qui ont les... Voilà. Donc pourquoi ça ne peut pas arriver dans ces pays? Si les mêmes conditions se réunissent, ça peut arriver, bien et bien. D'ailleurs, j'ai entendu un excellent avocat faire des révélations sur un plateau de télévision. Quand il dit à un moment donné, des militaires s'étaient concertés quand ça n'allait pas à un moment donné. Je pense qu'ils étaient sur le point de... Donc, je pense que ça, c'est une leçon. Quand les gens disent, oui, ça ne peut pas arriver au Sénégal, non, il ne faut pas se voiler la face. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars dernier? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui aurait pu croire à cela? Mais attends, je pense que tout cela doit nous pousser à sonner, disons, à alerter. C'est une sorte d'alerte en se disant que c'est arrivé en Guinée, c'est arrivé au Mali, c'est arrivé voilà, dans d'autres pays, ça peut arriver au Sénégal. Pour que ça n'arrive pas, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que la classe politique doit faire? Parce que pour moi, c'est la classe politique qui est responsable de ce qui se passe dans ces pays-là. C'est la classe politique. Donc, que ce soit les tenants du pouvoir, c'est vrai, pour la plupart du temps, c'est eux qui, disons, ont un rapport au pouvoir qui, quelque part, créent ces conditions de chaos, comme on en a connu, n'est-ce pas, en Guinée, ces conditions de chaos, hein, qui éclipsent à un moment donné, peut-être les efforts que le président a fait, tellement qu'il a brimé des gens, tellement qu'il a mis des gens en prison. Maintenant, la responsabilité, elle est partagée. Mais il y a toujours cette question du troisième mandat. Est-ce que vous pensez qu'on s'approche d'une normalisation du refus du troisième mandat en Afrique de l'Ouest? Oui, je pense que vous avez entendu Ouéa. Vraiment, soit bien pas chapeau pour Ouéa. Je pense que c'est un chef d'État avant tout, mais quand même qui a pris la mesure vraiment de la sensibilité de la question du troisième mandat. Et je pense que, quelque part, ceux qui ont des velléités vraiment de briguer un troisième mandat doivent s'arrêter et s'interroger en se disant est-ce que ça vaut la peine? Parce que quoi qu'on dise, je ne peux pas dire exactement contrairement à ce que les gens pensent. Moi, je ne suis pas d'avis que nécessairement c'est seulement le troisième mandat qui est à l'origine. Non, 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 je ne pense pas. C'est un faisceau de faits, hein, n'est-ce pas, qui a conduit de mon point de vue vraiment au coup d'État, n'est-ce pas, militaire. Maintenant, je pense que dans une démocratie, il faut savoir raison garder et surtout ce que je veux dire à l'endroit des chefs d'État, c'est la formule un peu du Léviathan qui assimilait, disons, le Léviathan à une sorte de géant au pied d'argile. Un géant au pied d'argile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il perde de vue
que le pouvoir qu'ils exercent, c'est des hommes et des femmes qui ont renoncé à leur liberté et ils ont confié, disons, à sa liberté. Pour autant, il n'a pas le droit de vie et de mort. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, moi j'essaie un peu de ramener, disons, ce que disait Hobbes, parce que c'était dans un contexte aussi j'allais dire, de dictature. Non, mais quand même, dans le contexte moderne, je veux dire que le chef d'État doit au moins savoir raison garder en se disant, je ne peux pas tout faire en 5 ans, en 10 ans, parce qu'il n'a pas les moyens. Je vais commencer et d'autres, n'est-ce pas, vont poursuivre mon œuvre. Je pense que si on s'inscrit dans ces dynamiques, évidemment, on va éviter vraiment un certain nombre de chaos, comme on le voit dans la sous-région. Et ce que moi je sens comme ça, ce que je vois venir, il faut qu'on sache regarder. Sinon, ça va être une surprise désagréable, n'est-ce pas, pour ces pays. Le colonel Doumbia parlait la semaine dernière d'un gouvernement inclusif. En tant qu'expert de la sous-région, comment est-ce que vous voyez ce gouvernement à venir d'inclusion? Oui, je pense que déjà, c'est une réponse à une réalité qu'on connaît en Guinée. Ce problème ethnique, ça, il faut le dire, ça ne commence pas avec Alpha d'ailleurs. Disons que peut-être c'est depuis le temps de Sékou Touré. J'allais même dire que le principal responsable, c'est la colonisation, il faut le dire. Il faut dire les choses telles quelles. Pour moi, la principale, disons, j'allais dire, cause, sont à situer dans un passé lointain. Et ce passé lointain, pour moi, peut-être c'est dans la colonisation. Maintenant, nous avons vu toutes les conséquences. On a divisé des gens, des peuples qui étaient vraiment en bonne entente. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le cas de la Guinée, par rapport, disons, à la décision du colonel, qui veut mettre en place un gouvernement inclusif parce qu'il a tiré la conclusion que quelque part, ce problème ethnique a miné, a semé les graines, n'est-ce pas, du chaos. Quand on vient, disons, des ethnies dos à dos, c'est extrêmement grave. Et ça aussi, une fois de plus, j'interpelle la classe politique, parce que c'est cette classe-là, n'est-ce pas, qui est à l'origine de tout cela, que ce soit ceux qui sont dans le pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition. Donc, je pense que ce que le colonel, disons, a compris, en se disant, cette fois-ci, ça va être une Guinée arc-en-ciel. Une Guinée arc-en-ciel où les peuples vont vivre vraiment en paix avec le Soussou, avec les Djoula, avec les... voilà, c'est ça le rêve. Ça, moi, je rêve de voir tout cela dans tous les pays. Mais parlons-en aussi, parlons du Sénégal aussi. Ah oui, parlons du Sénégal. Je pense que tout ça, ça doit alerter. Et une fois de plus, je jette la pierre dans le jardin des hommes politiques, qui, parce que simplement, ils sont en train de chercher le pouvoir, ou bien ils cherchent à se maintenir au pouvoir, sont prêts à tout. Vous venez de parler de pouvoir, se maintenir au pouvoir. Le Sénégal est à l'approche d'élections locales et législatives. En plus de la situation socio-économique actuelle, vous ne pensez pas qu'il y a un cocktail explosif qui pourrait faire détériorer les tensions ou la situation dans le pays? Oui, il y a beaucoup d'éléments à mettre sur la table. On a vu d'abord, moi, ce qui m'intrigue dans ces pays-là. C'est vrai, le Sénégal a une certaine expérience démocratique, ça on ne peut pas le nier, mais pourquoi nos hommes politiques vraiment ne peuvent pas soutenir un débat démocratique? C'est ça la vraie question. Vous savez, Hannah Arendt, c'est ce philosophe, disons, allemand, naturalisé, n'est-ce pas, américain, donc a théorisé ces questions-là. Le rôle, ou du moins la place de la parole dans la démocratie. Quand vous laissez les gens s'exprimer, en même temps, vous créez vraiment les conditions d'un apaisement. Mais quand les gens, quand les individus, j'allais dire les populations, n'ont pas des plages, n'est-ce pas, d'expression, ça devient autre chose. Donc, moi, c'est le premier élément que j'ai constaté. La classe politique a du mal à se parler de façon sereine. Ça, c'est un problème. Donc, ayant du mal à se parler de façon sereine, donc cela, évidemment, crée un cocktail, n'est-ce pas, de violence. Finalement, quand la parole sort par, n'est-ce pas, la porte, évidemment, la violence va s'introduire par la fenêtre. C'est ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée. On se donne des coups, on s'insulte. Voilà, le président qui va en tournée, des nervis, n'est-ce pas, qui s'attaque aux populations. On laisse passer. Voilà, et souvent même devant des forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, on parle d'élections locales.
qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord la question des primo-votants qui a polarisé, de mon point de vue, toutes les attentions. Donc, ces primo-votants dans un pays où le droit de vote est une réalité. Pourquoi on va créer les conditions vraiment pour que ces jeunes-là ne puissent voter? Ça aussi, c'est un problème. Et on parle aussi du transfert, n'est-ce pas, d'électeurs. Donc, autant de choses. On a vu déjà dans les préfectures des gens en venir aux mains. D'abord, au sein du parti au pouvoir, des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts en venir aux mains entre majorité et opposition. Donc c'est un cocktail qui est là. Et je pense que le président de la République a un rôle à jouer à ce moment-là. Il doit mettre bas la terre. Mettre bas la terre, parce que c'est lui le père, une fois de plus, entre guillemets, le père de la nation. Voilà. Et il doit faire preuve, n'est-ce pas, de chassesse. Voilà, s'il fait cela, évidemment, il va sauver pas mal de choses. On a vu en Guinée que bien avant même les élections, une bonne partie de l'opposition remettait déjà en question ces élections qui allaient venir à cause du climat délétère, de répression et même de changement de constitution. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi que l'opinion publique ne s'effrite pas aussi au Sénégal et que peut-être les institutions qui doivent garantir des élections claires et transparentes ne soient remises en cause? Oui, vous savez, moi je dis, Wade avait réussi quelque chose, malheureusement, on est revenu comme si on dansait le tango, 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc on recule au lieu d'avancer. Wade avait reçu quelque chose, c'est qu'au moins, il avait créé une structure qui ne s'occupait, une direction qui ne s'occupait que des élections. Ça, c'est très important. On ne peut pas être juge et parti dans ces pays-là. Et c'est ce qui exacerbe, de mon point de vue, vraiment la tension dans ces pays-là. Quand, disons, les gens du pouvoir participent dans des élections, ils sont en avance, n'est-ce pas, sur les autres. Parce que pourquoi? Le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, organise, n'est-ce pas, les élections. Et c'est ce ministère de l'Intérieur qui a des fichiers. Juste un exemple, Moustapha. La présidentielle de 2019, le fichier électoral était entre les mains du pouvoir. Et vous savez, aujourd'hui, l'élection dans les démocraties, vraiment dans les démocraties modernes, vous connaissez, vous savez pertinemment l'importance de ce qu'on appelle les données personnelles, le big data. Donc aujourd'hui, vous allez voir des partis aux États-Unis mettre beaucoup d'argent pour acheter des fichiers. Vous savez pourquoi? Parce que ces fichiers-là, ils vont les étudier, essayer d'avoir le profil des électeurs. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'élection présidentielle dans ce pays. Le fichier était entre les mains à Lungundiaï. Donc ils avaient la cartographie, ils savaient là où ils sont forts, là où ils sont faibles. Donc ils ont une mine d'informations qui pouvait leur permettre de pouvoir d'être efficaces sur le terrain. Mais ça, l'opposition n'avait pas cette opportunité. Donc il y a un problème. Donc je pense qu'on doit revenir à l'orthodoxie. Pour moi, le parti au pouvoir, le pouvoir doit pouvoir mettre en place une structure indépendante qui ne s'occupera que des élections. Si on le fait, le climat sera complètement apaisé. Si on ne le fait pas, évidemment, les tensions, et ça va aller en crescendo, on va se crêper les chignons, et finalement, c'est le Sénégalais qui en pâtit, malheureusement. Merci beaucoup, M. Mané, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes administrateur et directeur de publication du site Le Monde Afrique. Merci beaucoup. C'est moi. Comme le reste des régions de la Casamance naturelle, Kolda reçoit d'importantes précipitations chaque année entre le mois de juin et d'octobre. Malgré ces pluies, cette partie sud du pays reste à la traîne. Seydou Diatta, notre correspondant dans la région, nous dresse le portrait de Kolda. Avec un climat de type soudano-guinéen recevant des précipitations qui s'étendent de juin à octobre avec une intensité maximale au mois d'août et septembre, la région de Kolda enregistre des précipitations annuelles qui varient entre 700 et 1300 mm. Malheureusement, cette aubaine ne semble toujours pas suffisamment contribuer à l'essor économique de la région. Bon, les précipitations, c'est une chance, effectivement. La région de Kolda est considérée comme la première région agro-silvo-pastorale. Et que donc, Kolda ne profite pas suffisamment. Pas seulement les précipitations, mais la nature. On a tout. On a tout. Nous avons un grand potentiel à exploiter. On a une agriculture orientée
essentiellement vers l'arachide, le maïs, le mil. Et le riz est porté par les aménagements de Anambé. Les légumes, c'est une autre direction qui est possible d'imprimer à l'agriculture de la région pour venir compléter les autres spéculations. La température moyenne est de 26 degrés. Il fait chaud et la maîtrise de l'eau reste problématique. Résultat, les activités de maraîchage présentent toujours des résultats anodins. L'essentiel des marchés locaux s'approvisionne en légumes à partir de la zone de Niaï. C'est vrai que c'est une région chaude aussi, malgré qu'il y ait de la pluviométrie, mais c'est une région chaude. Donc le microclimat qu'il y a dans les Niayes, on ne les retrouve pas dans la région. Mais c'est une région traversée par un fleuve. Et autour du fleuve, il est possible d'aménager. Il est possible d'aménager. Je rappelle que dans les années 70, il y avait un projet au bord du fleuve. Ça s'appelait SAC. On produisait de la tomate. Des tonnes et des tonnes de tomates. Ce projet-là a employé des dizaines de jeunes dans les périmètres maraîchers autour du fleuve. Malheureusement, ce projet a disparu. Se posait la question, pourquoi? Pour inverser la tendance, le projet de valorisation des eaux pour le développement de la chaîne de valeur Proval CV a consacré une bonne partie de ses interventions dans la région dans la réalisation des périmètres maraîchers avec des ouvrages hydrauliques. Et pour parler de la région de Kolda, nous recevons M. Ibrahim Gueye, économiste, financier, diplômé de l'Université de Sorbonne, conseiller technique du ministre ou du ministère de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants. Bonsoir, M. Gueye. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, merci. La région de Kolda est singulière car elle est limitrophe à 3 pays, la Guinée-Bissau et le Mali. Est-ce que cette région peut tirer un potentiel? Quel est le potentiel de cette région à cause de cette position géostratégique? C'est une chance d'être à la frontière de 3 pays importants, de 3 pays frères. Et 2 des pays sont des pays qu'on peut classer, la Guinée-Conakry, qu'on peut placer de l'une des plus riches d'Afrique. Bon, c'est vrai qu'il y a à redire sur le niveau de développement. Et bon, là, c'est un autre problème. Mais je crois que Kolda pouvait tirer profit de cela dans la mesure où, dans la région de Kolda même, dans le département de Vélingara, il y a un marché d'intérêt international, le marché de Yaoubé. Donc, qui, dans certaines conditions, je crois, pouvait servir de locomotive à cette région-là en ce qui concerne son développement. Donc, bien entendu, il faudrait être inventif, donc régler les problèmes des infrastructures. Il est vrai qu'actuellement, au niveau de l'État du Sénégal, des choses sont faites en ce qui concerne les infrastructures, à travers Promobile, à travers le PRODAC. Et vous n'ignorez pas que Fafakourou a un domaine agricole communautaire. Et je crois que c'est dans ce sens-là que Kolda pourrait aller donc pour trouver la locomotive à son développement, c'est-à-dire sur le plan agricole, agro-pastoral. Donc vous n'ignorez pas qu'il pleut énormément à Kolda. 2300 mm par an. 1300 mm de pluie par an, bon, c'est quelque chose de très très appréciable. Et puis autre chose, Kolda étant confluent de tous ces pays-là qu'on a cités, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, ça veut dire que du point de vue échange, il pourrait servir de plateforme. J'en ai parlé tantôt, le marché d'intérêt international de Diaoubé, qu'il faudrait structurer et faire de sorte que ce marché-là
puisse servir de locomotive des échanges au niveau de la sous-région. Bon, il est vrai que il ne faudrait pas juste faire de sorte que l'agroforesterie soit locomotive du développement de la région. Mais faudrait-il que ce qui est produit puisse trouver en fait des débouchés. Des débouchés aussi, il faudrait aussi, je crois, une des pistes que l'on pourrait explorer, faire de sorte qu'il y ait une industrialisation. Je ne parle pas de la grande industrie, mais de l'industrie intermédiaire, l'industrie de transformation. Parce que les produits, les mangues et autres là qui sont en train de pourrir, pourraient avoir un meilleur sort s'il y avait une industrie de transformation. Et donc, c'est valable pour le reste des régions du Sénégal. L'industrie, peut-être pas la grosse industrie tout de suite, mais l'industrie intermédiaire qui permet de prendre en charge les besoins premiers des populations et qui feront de sorte que tout ce qui est importé et dont les populations ont besoin, qu'on les produise sur place. Donc là, ça permettrait, parce qu'en fait, un développement, on ne peut pas en parler uniquement avec l'agriculture. Il est évident qu'il faut passer à une échelle supérieure s'il faut accéder au développement, à un certain niveau de développement. C'est-à-dire c'est l'industrie qui le permet. Et nous, comme on n'a pas en fait la politique de nos moyens pour faire une grosse industrie, les industries automobiles et autres, on peut déjà, à partir de l'industrie intermédiaire de transformation, faire de sorte que, en fait, nos régions-là puissent se développer. Bon, c'est vrai que c'est déjà une gageure, parce qu'à Kolda, si je me souviens bien, c'est 21% de la population qui a accès à l'électricité. Ça pose problème. Si déjà, pour les besoins de la population, c'est 21%, je crois qu'il y a des efforts à faire au niveau de l'État du Sénégal. Évidemment, les instruments sont là, le PNDL est là, le Promoville est là. Ce sont des instruments qui sont mis par l'État du Sénégal pour accompagner en fait les communes et les communautés rurales. Et je crois que là, ce sont les maires des villes et des communes qui doivent être inventifs et qui pour s'approprier de ces instruments-là. J'ai cité tantôt le PRODAC, et tout ça mis ensemble, je crois que c'est une masse critique d'instruments qui permet d'asseoir les bases d'une industrie intermédiaire et un développement à travers l'agroforesterie. Malgré tous ces atouts de la région de Kolda, elle ne draine pas tant d'investissements que ça. Qu'est-ce qui freine les investissements vers Kolda? Mais les investissements ne vont pas aller comme cela, comme à partir d'une baguette magique vers Kolda. Il faudrait les attirer. Donc même sur le plan national, les investissements directs étrangers, il y a un cadre à mettre en place pour permettre et donner la confiance aux investisseurs. Donc là, ce sont les autorités en local qui, je l'ai dit tantôt, doivent trouver une certaine inventivité et faire de sorte que, à travers les programmes de coopération, qu'ils puissent attirer des investisseurs. Kolda est une région qui a énormément de potentialité. Il faut les exploiter. Pour les exploiter, il faut vendre Kolda économiquement. Mais Kolda est une zone de forte mobilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle est entourée par 3 pays. Est-ce que ce n'est pas un risque dans ce contexte de pandémie? Si, le risque il est important. Vous avez été au courant en fait, du clash qu'il y a eu entre le Sénégal et la Guinée quand il y a eu Ebola. Donc la frontière a été fermée et ça a créé quelques petits problèmes. Donc ce sont les portes d'entrée quand il y a une pandémie comme il y a eu pour Ebola et comme il y en a actuellement pour la Covid. Donc il est évident que ce sont des portes d'entrée en fait de l'infection qu'on est censé combattre
par en fait des mesures barrières et faire de sorte que nos frontières soient plus ou moins en fait surveillées. Donc, et c'est difficile si au niveau d'une région, il y a 3 pays qui sont limitrophes. Kolda souffre aussi d'un manque d'infrastructures sanitaires, si je ne me trompe pas. Kolda souffre d'infrastructures sanitaires, c'est vrai, mais d'infrastructures de manière générale. J'en ai parlé. Donc j'ai dit qu'il y a des éléments de solution, mais du point de vue santé, moi je crois qu'il y a énormément d'efforts à faire. Bon, il est vrai que le conflit en Casamance n'a pas facilité les choses. Donc, heureusement que récemment, il y a eu une pacification qui se fait et cela va permettre aux populations de se stabiliser et cela va permettre à l'autorité centrale de mettre sur pied en fait des infrastructures parce qu'il n'est pas facile en fait de construire dans une zone d'insécurité. Et quelle est la place de l'éducation dans cette relance économique dont vous parlez depuis tout à l'heure? Je crois que Kolda ne souffre pas trop de problèmes d'éducation. Parce que c'est une région, à l'image de la région de Ziguinchor, où les gens par rapport au reste du pays, sont très alphabétisés. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits. Et je crois que si on accompagne cet effort-là, il est possible d'avoir une masse critique, en fait, parce qu'il n'est pas possible d'asseoir le développement si on a un taux d'analphabétisme très élevé de la population. Parce que ce sont ces populations-là qui portent le développement. Ce sont les hommes qui font le développement. Donc il faudrait d'abord investir au niveau de l'humain, faire de sorte que les acteurs de développement puissent porter ce développement-là. Et c'est à travers l'éducation qu'il faut d'abord le faire. Kolda recèle de plusieurs sites historiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir une relance du tourisme pour peut-être aider l'économie de la région? Mais absolument, c'est l'une des mamelles. J'ai parlé, entre autres choses, du développement agro-pastoral, du développement l'économie forestière, donc qui sont des potentialités de Kolda. Mais le tourisme aussi. Mais le tourisme, il faut une sécurité pour faire venir des touristes. Et la région n'est pas encore entièrement pacifiée. Donc, on a espoir, si la région est pacifiée, que les sites touristiques au niveau même de Kolda, de Ziguinchor, puissent revivre et faire de sorte que, en fait, l'une des locomotives, en plus de l'agriculture, puisse être le tourisme. Parce que c'est une région très très belle. Moi, je l'ai visitée à plusieurs reprises. Je crois qu'avant d'être au ministère de la Femme, j'ai été un cadre de la Sonatel et j'ai visité pratiquement toutes les régions du Sénégal. Et on a un beau pays. Pour en venir à la question de consommer local, est-ce que vous pensez que Kolda peut être un poumon du consommer local, que ce soit du point de vue agriculture ou élevage? Mais absolument, absolument. La région de Casamance naturelle, dans son ensemble, doit servir de grenier au Sénégal. C'est une région où il pleut énormément. C'est une région qui offre des potentialités pour l'agriculture, pour l'agrobusiness, pour l'horticulture et autres. Donc ça veut dire qu'il suffit en fait de mettre le cadre qui permet en fait aux acteurs de l'agriculture de s'épanouir pour qu'ils puissent produire tout ce dont le Sénégal a besoin. Du riz à l'oignon, à tous les condiments que le Sénégalais moyen a besoin, mais c'est fait dans cette région-là. Et je crois qu'il faudrait donc permettre aux populations de cette région-là de prendre en charge en fait ces possibilités de production pour faire de sorte que les besoins du Sénégal puissent être satisfaits
c'est le Sénégal qui y gagne. La balance commerciale qui est tout le temps déficitaire, on importe énormément. Il faudrait qu'on arrive à consommer ce que nous produisons. Et nous avons la possibilité de produire beaucoup de choses qu'on importe. Le riz, par exemple. Et il y a un programme que le président de la République a développé depuis son avènement, depuis qu'il a été à la tête de ce pays. Ça veut dire l'autosuffisance en riz. Donc, c'est un programme dont les objectifs ne sont pas encore entièrement atteints, mais il y a des efforts énormes qui sont faits en ce qui concerne la mécanisation, les intrants et autres, et de sorte que les résultats sont là. Les résultats sont là. Et on n'en est pas très loin, et je crois que cette région de Kolda et la région de Casamance, en général, peuvent servir à régler ce problème de l'autosuffisance en riz. Pour résumer, à vous entendre, l'industrialisation est la clé du développement du sud du pays. Et qu'est-ce qui freine encore? L'industrialisation est la clé du développement de tout pays. Parce que, en fait, l'agriculture et le tourisme et tout autre secteur que vous prenez présentent quand même des limites. Parce que, pour parler de développement, il y a une masse critique d'infrastructures, de production à avoir pour revendiquer un certain niveau de développement. Et cela, pour le faire, il n'y a que l'industrie qui a les capacités et pour passer à l'échelle et faire de sorte que les taux de croissance qui permettent d'assurer le développement puissent être à des chiffres au niveau de ce pays-là. Et l'industrie, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il ne faudrait pas dire industrie pour industrie, parce qu'il y a des industries dont nous n'avons pas encore les moyens de les asseoir. Donc je dis, il faudrait qu'on ait une industrie intermédiaire, une industrie de transformation qui fasse de sorte que ce qu'on est en train, du point de vue alimentaire et autres, là, on est en train d'importer, qu'on puisse les produire sur place. Donc là, il y a une industrie qui ne demande pas énormément de moyens, mais qui va permettre de booster les productions, d'alléger nos balances commerciales et de régler un certain nombre de problèmes vitaux qui bloquent ce pays. Est-ce que cette vision que vous avez de la relance économique, donc là, elle est possible avec les infrastructures de transport qu'il y a là-bas en ce moment? Je l'ai tantôt dit qu'il y a des efforts à faire. Bon, c'est vrai que de 2012 à maintenant, et je crois qu'il y a eu peut-être une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de routes qui sont ajoutés au réseau routier de Kolda. Il y a des pistes de production qui ont été faites à travers Promoville, Prodac, et il y a un ensemble d'instruments qui sont là. PRACAS, par exemple, le programme d'assistance aux communes du Sénégal, le PRACAS rural, je veux dire. Donc, qui offre énormément de moyens. Et il faudrait que, là, c'est le travail des maires et des autorités en local qui doivent aller chercher les moyens que l'État met à leur disposition pour faire de sorte que les goulots d'étranglement qui font que le développement là ne soit pas une réalité puissent l'être. Merci beaucoup, M. Gueye. Je rappelle que vous êtes économiste, financier diplômé de la Sorbonne et conseiller technique du ministère de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants. C'est moi qui vous le dis. Notre diplomate du jour est Mohamed Bajrafil, théologien musulman, essayiste et linguiste. En visite dans nos locaux, nous l'avons interpellé sur les questions de l'heure. Au menu, la paix dans le monde après l'arrivée au pouvoir, après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan et la montée des groupes extrémistes. Écoutons-le. Cela fait un moment que le monde musulman vit une instabilité chronique. On a connu les phases de la colonisation, ensuite les guerres de décolonisation, et un phénomène nouveau est apparu qui est celui du terrorisme se réclamant de l'islam. Il est venu, je pense, le temps
tirer le bilan de toutes ces années de violence et se projeter dans un avenir de paix qui est le facteur essentiel pour une vie réussie à la fois ici et là-bas. Donc l'islam comme religion aspire à la paix. Il y a cependant des facteurs qui sont souvent externes à l'islam en tant que religion et qui manipulent l'islam, des facteurs géopolitiques, je veux dire, mais également économiques, des enjeux divers et variés qui dépassent le cadre du simple religieux ou le cadre simple de la religion pour, n'est-ce pas, embrasser d'autres domaines. Et c'est malheureusement la conjugaison de tous ces facteurs qui fait que le monde musulman vit aujourd'hui une crise, j'ai envie de dire, de la paix ou une absence de paix, bien que, comme tous les peuples du monde, les musulmans aspirent à la paix, aspirent à vivre tranquillement. Donc, le phénomène des talibans a ceci de particulier qu'il fut un temps où ces mêmes talibans étaient par les grandes puissances soutenus pour lutter contre les soviets dans les années 80. Et le serpent se mord dans la queue. Ils se sont retrouvés ceux-là même à qui on a fourni des missiles divers pour abattre des avions soviétiques, se sont retrouvés dans le camp adverse de ceux-là qui les ont, entre guillemets, soutenus, pour ne pas dire autre chose. Et cela a provoqué l'onde de choc mondiale que l'on connaît, notamment avec les attentats du 11 septembre. Mais il faut quand même ne pas perdre de vue que les conséquences d'aujourd'hui, ou ce que nous vivons aujourd'hui, vient de très loin. C'est un problème qui est multifactoriel, qui en réalité se sert de la religion comme peinture, si vous me permettez l'expression, comme quelque chose, j'ai envie de dire, qui camoufle la profondeur des choses, pour, n'est-ce pas, se rappeler que les talibans, on les appelait les moudjahidines dans les années 80, et qu'aujourd'hui, ils sont de nouveau fréquentables. On parle d'échanges d'informations entre les talibans et quelques puissances mondiales, alors qu'il y a à peine 2-3 ans, ce n'était pas le cas. Bref, c'est une espèce de tchèque-tchouka géostratégique et géopolitique que les fins lettrés et les fins connaisseurs de la géopolitique se feront un plaisir à essayer de comprendre et d'expliquer aux gens. Mais on ne peut pas perdre de vue l'idée que ce ne sont pas des groupes qui viennent de nulle part. Il y a eu un moment dans l'histoire où ils ont été soutenus. Donc aujourd'hui, les talibans au pouvoir, est-ce une donnée nouvelle? Je dirais non, même si je ne suis pas géopolitologue, je ne suis pas politiste, mais pour avoir suivi comme tout le monde ces événements, même si j'étais très jeune dans les années 80, j'étais un enfant, mais on a suivi de près, n'est-ce pas, la guerre d'Afghanistan, avec ces moudjahidines, ces jeunes que l'on embrigadait partout dans le monde, notamment à travers quelques pays, dont je tairai le nom, qui ont servi comment dire, d'incubateurs à ceux qui allaient devenir les talibans. On les a formés, on leur a donné des armes, etc. Et ils sont devenus par la suite ce qu'ils sont devenus. Moi, ce qui me choque et ce qui me chagrine dans tout cela, c'est que l'on mette l'islam dans cette affaire. Bon, à la limite, si c'était de la géopolitique ou de la géostratégie pure, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais le problème, c'est que tout le monde feint d'ignorer cela. C'est une réalité indéniable. Il faut être malhonnête pour ne pas admettre que dans les années 80, notamment dans la seconde moitié des années 80, ceux qu'on appelle talibans aujourd'hui ont été soutenus et pour lutter contre les soviets. Et ils ont fini d'ailleurs par triompher d'eux. Mais quand le serpent se mord la queue, il ne faut pas chercher de coupables autres que soi-même lorsqu'on a joué avec le feu. Et comme dit le proverbe, quand on joue avec des allumettes à côté d'une bonbonne de gaz, il ne faut pas s'étonner que ça fasse bloum
et ben, à un moment donné, ça fait boum, on est là. Alors est-ce que l'ennemi d'hier peut devenir quelqu'un de fréquentable aujourd'hui? L'histoire nous le dira. Ceci étant, je ne peux pas aujourd'hui évacuer la question et faire comme si de rien n'était, même si beaucoup ne veulent pas entendre cela, mais veulent plutôt qu'on vienne dire c'est les musulmans qui sont à l'origine de ceci et cela. Les musulmans ont leur part de responsabilité, mais il y a d'autres facteurs qui sont externes à la religion qui ne doivent pas être mis de côté. Également évaluer la part de responsabilité du leadership religieux dans cette crise. Il y a dans le Coran un verset sur lequel j'estime, je peux me tromper, que nous, musulmans ou théologiens ou penseurs musulmans, appelez-nous comme vous voulez, nous nous attardons pas suffisamment. Un verset du Coran nous dit « Tout ce qui vous arrive est l'œuvre de vos mains ». Ce verset-là nous apprend à assumer nos responsabilités. Or, dans notre monde musulman à nous, tu trouves jusqu'aux structures familiales les plus basiques, personne n'assume ses responsabilités. Quand un enfant échoue, la mère dit au père c'est de ta faute, et le père dit à la mère c'est de ta faute. L'enfant rejette la faute de ses échecs sur les parents rejettent la faute de leurs échecs sur les enfants. Bref, tout le monde fuit ses responsabilités. Or, en islam, quand on regarde l'histoire du prophète, quand on regarde l'histoire des califes du prophète, eh bien, on s'aperçoit très rapidement que, et j'aime beaucoup citer cet exemple, quand bien même un problème nous arrive, le prophète qui se fait lapider, qui se fait tabasser, qui se fait saigner, qu'est-ce qu'il dit ? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamoun. Seigneur, guide ma communauté parce que s'ils me font cela, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Il se fait lapider à Taif et il trouve refuge au pied d'un arbre. Et qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Il s'en remet à Dieu en assumant des responsabilités qui ne sont pas les siennes parce qu'il n'est pas celui qui a demandé qu'on le lapide. Il n'a rien fait de mal qui puisse justifier le fait qu'on le lapide. Cela dit, il prend sur lui et dit « Seigneur, je m'en remets à toi au sujet de mon incompétence à transmettre, à me faire comprendre, etc. » Aussi longtemps que cet esprit-là sera loin de nous, musulmans, nous ne nous réveillerons pas. Mais lorsque cet esprit-là gagnera tout un chacun, lorsque cet esprit de responsabilité, de je prends mes responsabilités, même si c'est pas moi, mais je ne me défausse pas. Vous savez, en fait, c'est malheureusement ce qui nous arrive aujourd'hui. Ah ben, ceux-ci sont méchants, les ceux-là. En fait, la vie est un combat. Je me rappelle que petit, lorsqu'on voulait se battre au Comores, on se disait, entre enfants, on se disait, retire tes chaussures parce que tu vas me faire mal avec. Comme ça, on va se battre à armes égales. Mais c'est pas ça la vie. Quand tu as un adversaire, tu ne vas pas lui dire, attends, on va se battre selon mes règles. Ton adversaire impose les règles qui sont les siennes et c'est à toi de t'adapter. Et donc, je ne suis pas de ceux qui cherchent à travers le retard de l'Afrique, sans pour autant renier les obstacles que d'autres ont intérêt à avoir perpétuellement resté sur le chemin du réveil de l'Afrique et du monde musulman. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas. Cela dit, c'est une chose d'identifier des gens qui ne veulent pas que nous nous réveillons, c'en est une autre que de se morfondre au-dessus et de dire « Ah ben, tant qu'eux ne nous aideront pas, nous ne pouvons pas aller de l'avant. » Il ne faut pas attendre de celui que tu considères comme ton adversaire, pour ne pas dire ennemi, qu'il t'aide à arriver à son niveau. Non, on a toujours besoin, plus petit que soi, disait Jean de La Fontaine. Donc, je pense qu'il est venu le temps d'assumer nos responsabilités dans les échecs qui sont les nôtres, en partant, en ayant comme devise, eh bien, rien de ce qui vous arrive comme malheur n'est l'œuvre de quelque autre personne que vous-même. Donc à partir de là, on assumera et on ira de l'avant parce que finalement, je vais m'arrêter sur un exemple. Aujourd'hui, vous avez
Philippe et Mohammed. Philippe, non musulman, Mohammed musulman. Ils s'engagent tous les deux dans un projet. Le projet de Philippe échoue. Le projet de Mohammed, autant. Mais qu'est-ce qui se passe? Philippe, lui, il va chercher à comprendre les raisons de l'échec. Mohammed va chercher plutôt les coupables. Qui est-ce qui m'a jeté un œil? Qui est-ce qui m'a fait du suhur, qui m'a jeté un sort? Qui est-ce qui m'a regardé de travers? Et là, Mohammed ne pourra pas s'en sortir. Alors qu'en regardant les causes qui ont produit son échec, eh bien, il serait mieux à même de nouveau venir et comment dire, et passer outre l'embûche qui l'a empêché d'aller de l'avant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce manque de prise, comment dire, de conscience quant aux responsabilités qui sont les nôtres, qui fait que nous en sommes malheureusement là. Pour terminer, le théologien musulman nous propose des voies de sortie de crise. La meilleure des voies, c'est la voie du savoir. Je pense que pendant très longtemps, nous avons vécu les uns, sinon opposés aux autres, en tout cas à côté des autres. Et il est venu le temps des ponts. Ce que moi j'appelle en arabe Zamanul Jusur. C'est le temps des ponts. Établissons des ponts. On se rend compte de jour en jour que, nonobstant les différences et les obstacles souvent factices que nous nous construisons, nous sommes les mêmes, avec naturellement des particularités à gauche et à droite, mais l'essence de l'homme, elle est la même. Et pour cette raison, il faut que nous bâtissions des ponts, que nous construisions des ponts, au-delà de nos différences de religion, au-delà de nos différences de convictions, d'idéologie, etc., que la valeur humaine, la valeur homme, entre guillemets, soit une valeur cardinale. Que, par exemple, à tout homme, quelle que soit sa conviction religieuse, philosophique, idéologique, son orientation X ou Y, corresponde à un homme. Je pense qu'il y a deux voies essentielles. C'est la voie de l'éducation, du savoir, et la voie de l'égalité et de la justice. Aussi longtemps, comme le disait Haïlé Sélassié, que nous vivrons dans un monde où il y aura des citoyens de première et de seconde zone, il y aura des problèmes, donc il y aura des guerres. Donc pour lutter contre cela, creusons le sillon du savoir et luttons contre les inégalités et les injustices. Tant que ces deux choses-là ne seront pas réalisées, nous aurons des problèmes et il n'y aura pas de sortie de crise possible. Maintenant, direction Conakry en Guinée, nous sommes en ligne avec Mamoudou Mokhtar Souaré, notre correspondant sur place. Bonsoir Mamoudou. Oui, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Une semaine après le putsch du colonel Mamadi Doumbia, quels sont les derniers développements? Ah oui, il faut dire que depuis, il y a eu une succession Mamoudou, vous m'entendez? Le tout dernier, c'est la convocation, je disais que c'est la convocation donc au Palais du Peuple dès ce mardi 14 de l'ensemble des acteurs sociaux économiques du pays qui sont tous convoqués par les leaders des partis politiques. D'ailleurs, le général Mamadi Doumbouya va les recevoir en premier, les leaders des partis politiques. Ensuite, il est prévu de rencontrer les acteurs de la société civile. Il est prévu de rencontrer diplomatique en Guinée, et puis il est prévu de rencontrer les leaders religieux également, et puis il y a, je crois, en dernière position, les représentants donc des Guinéens de la diaspora. C'est dire qu'il veut vraiment ratisser large, il veut rencontrer le maximum de Guinéens dans toutes ses composantes et dans ses profils disparates, pour enfin discuter sans doute de la manière par laquelle il va falloir mener cette transition. Donc c'est vraiment l'événement majeur ici, et ça commence mardi, donc, et ce sera quasiment durant toute la semaine à venir. Il y a des rencontres prévues dans la matinée et puis dans la soirée aussi.
Est-ce qu'on a déjà une idée de ce à quoi va ressembler le gouvernement inclusif annoncé par le colonel Mamadi Doumbia? Est-ce qu'on a déjà une idée de... Ce à quoi va ressembler le gouvernement inclusif annoncé par le colonel Mamadi Doumbia? Alors oui, c'est clair que mettre en place un gouvernement inclusif, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, la première pierre qu'il cherche vraiment à poser, c'est rencontrer les différentes couches sociales en Guinée pour pouvoir, je pense, se faire une idée peut-être de l'attente des Guinéens au-delà de ce qui s'entend, au-delà de ce qui se dit. Et puis ensuite, je pense qu'il va essayer de mettre en place ce gouvernement en essayant d'impliquer le maximum de personnes. Parce que vraiment, il faut que cette dernière décision prise rassure davantage les Guinéens. C'est peut-être bien la preuve qu'il veut cette fois impliquer vraiment tout le monde, sans exception. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a même les leaders religieux qui habituellement, évidemment, c'est quand il y a crise qu'on fait appel à eux pour essayer un peu de calmer les choses. Mais là, on parle déjà décision, on parle concertation, on parle entente. Donc là, ils sont également invités à la table du colonel Mamadi Doumbia. Donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, comment la sélection va se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, la manière par laquelle il entend mettre en place ces discussions donc, qui vont amener à ces prises de décision ou à ces choix d'hommes déjà rassure beaucoup de Guinéens. La Guinée fête le 2 octobre prochain sa fête nationale. Est-ce que cette année, cette fête aura une connotation particulière? Effectivement, et forcément, elle aura une connotation particulière parce que les Guinéens sont enthousiastes. Les Guinéens ont accueilli ce coup d'État avec tellement d'enthousiasme, avec évidemment l'impression ou le sentiment d'une libération. Donc ce terme liberté colle parfaitement à l'histoire de cette fête d'indépendance-là, parce que c'est vraiment le thème même de notre national. Et je crois qu'effectivement, oui, ça aura une connotation particulière, d'autant plus que le colonel Mamadi Doumbia s'est révélé à l'occasion d'une fête comme ça, lors du défilé. Donc oui, forcément, je crois que cette fête aura une connotation particulière. Oui. Merci beaucoup, Mamadou Mokhtar Souaré. Merci bien. Le dossier Bouillon Culture de la semaine s'intéresse aux binationaux. En effet, beaucoup de Sénégalais disposent d'une double nationalité, un avantage pour certains car ils découvrent différentes cultures. Notre reporter Boubacar Dia a rencontré quelques-uns. Suivons son reportage. Trois visages, trois nationalités, leur point commun, le Sénégal. Cette dame a passé plus d'une vingtaine d'années au Sénégal. Elle est de nationalité tchadienne. Découvrir la culture sénégalaise, en plus dans son vécu. Je me retrouve beaucoup ici parce que, comme je dis, c'est l'Afrique. On n'a pas beaucoup de différentes choses. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, ce qu'on mange, ce qu'on porte. Bon, ce qu'on porte, on porte du melf, on peut porter du wax, comme au Sénégal, on peut porter le grand bout. Donc franchement, je ne pense pas qu'il y a trop de différence entre le Sénégal et le Tchad. Voilà. Donc moi, ce que j'ai vu, je me dis quand même que le Sénégal, bon, je ne sais pas, mais moi en tant qu'Awa, je me retrouve très bien ici. Franchement, je me retrouve très bien. Comme on dit, Yalla Barna, je suis bien là, je n'ai pas de problème. Elle a 27 ans, de père sénégalais et de mère djiboutienne yéménite. Elle est née au Djibouti. Elle y a grandi avant de s'installer au Sénégal. C'est quand même une ouverture déjà.
Et on dit vive les métis en quelque sorte, parce que métis, il y en a hein? Donc voilà, je pense que c'est que du bonheur en fait, parce qu'il y a plusieurs cultures, tu découvres plusieurs cultures, plusieurs horizons. Et aussi, ça te permet aussi de voyager en fait, entre plusieurs pays, cultures, machin. Donc voilà. Michel Delpino est arrivé au Sénégal en bateau. Après un tour du monde, il a jeté l'ancre au bord du Pacifique pour s'installer au pays de la Teranga. Il y a de cela 20 bonnes années. Le brassage culturel, une réalité chez lui. Le brassage culturel, c'est l'avenir. Il n'y a que ça qui marche. Il ne faut pas se replier sur soi-même. Vous savez, moi j'ai vécu à travers le monde, alors donc je sais comment ça marche. Et c'est vrai que se replier, ça pose problème obligatoirement. Et il faut arriver à éliminer tous ces problèmes. Et ces problèmes se feront quand tout le monde sera prêt. Voilà, c'est tout. Alors quand vous rajoutez dans tous ces problèmes-là les couleurs, les races, les ethnies, automatiquement c'est pas bon. La communauté, c'est pas bon la communauté. Ce qu'il faut c'est s'ouvrir, ouvrir à tout. Voilà. S'intégrer dans une société étrangère, chose souvent difficile, mais ils l'ont tous réussi. Aujourd'hui, ils sont d'origine tchadienne, djiboutienne, française. Le Sénégal, c'est héros qui les a accueillis et flattés. Difficile pour elle de choisir entre le Tchad et le Sénégal. Parce que je ne peux pas faire un choix. Je ne peux pas faire un choix. C'est deux pays que j'aime beaucoup. Là, c'est mon pays. Et là, aussi, c'est mon pays. Donc, je ne ferai pas de choix. J'aime ces deux pays. Et je resterai, je vais là-bas, je reviens ici. Je ne vais pas faire de choix. Je les aime, ces deux pays. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Gawar. Alors Boubacar, est-ce que c'est difficile pour un binational de venir s'installer au Sénégal? Bon, juste avant de répondre à cette question, je voulais dire que ce reportage, en fait, c'est la continuité de ce que nous avons fait la semaine passée, puisque la semaine passée, nous avions parlé du Sénégal comme pays de la Teranga, le Sénégal qui accueille beaucoup d'étrangers. Et ça, c'est la suite logique. Maintenant, pour en venir à votre question, souvent c'est très difficile pour certains de s'intégrer dans un pays étranger. Parce que, bon, même si le Sénégal est un pays de la Teranga, il y en a de ces gens-là qui ont ce sentiment d'exclusion ou bien qui se méfient de l'étranger, donc de l'autre, de l'inconnu. Je vais prendre l'exemple de la fille donc, qui est djiboutienne, sénégalo-djiboutienne. Quand elle est arrivée ici, sa maman avait toutes les peines du monde pour s'intégrer dans la famille de son papa, parce que ces gens-là se disaient que la maman, elle n'est pas sénégalaise. Elle l'appelait même Narbi en fait, que la femme a confisqué leur fils, puisqu'il n'arrive plus à lui parler peut-être, raison pour laquelle la fille aussi, elle en a souffert, parce que c'était un sentiment d'exclusion. Et jusqu'à présent, bon, elle ne s'entend pas avec certains membres de la famille de son papa, la famille parentale. Donc ces gens-là font que certains ont du mal à s'intégrer, mais l'autre revers de la médaille, c'est que bon, il y a des Sénégalais qui sont bien accueillants, donc qui ont l'ouverture d'esprit, la grandeur d'esprit. Quand vous venez de l'autre côté de l'Afrique ou bien de l'Asie ou bien même de l'Europe, ils vous accueillent, ils font comme si vous étiez toujours là, que même si vous êtes étranger, donc vous vous sentez chez vous. Merci beaucoup Boubacar. Je t'en prie Gawar. Pour finir, tranche de vie, la hausse du prix des denrées de nécessité vient corser le quotidien des pères de famille et pour assurer la dépense quotidienne, certains d'entre eux se rabattent sur les boutiquiers. Boubacar Seck est allé en immersion dans 2 familles à Rufisque-Est. Nous sommes à Arafat 2, dans la commune de Rufisque-Est. Ici, la flambée des prix n'épargne pas les pères de famille. La dépense quotidienne qui se donne au jour le jour ne couvre pas tout le mois. On n'a pas le budget pour tout le mois. Donc avec la pension que nous gagnons, ça peut nous permettre peut-être pour une quinzaine de jours de ce fait. Mais après, il faut jongler. Il faut jongler. Chaque jour, ce que tu as, tu donnes. Bon, évidemment, le repas, ça se passe d'une façon vraiment qu'on n'a que le comme on dit. Voilà, c'est ça.
Ce qu'on gagne là, on n'arrive pas à gérer la dépense mensuelle. C'est pas possible, c'est juste pour quelques jours. C'est assez difficile, quoi. Le boutiquier du quartier reste la seule alternative en cas de rupture. Tu es obligé, parce que tu ne peux pas laisser ta famille comme ça. Alors, des fois, tu es obligé de demander au boutiquier de t'avancer quelques produits, quelques riz, huile, tout ça. Et puis après, tu rembourses. À la fin du mois, quand tu reçois ta pension, tu rembourses une partie. Et on est obligé de jongler, quoi. On est en train de jongler vraiment pour gérer la dépense quotidienne. Rares sont les pères de famille qui peuvent compter sur leurs enfants qui ne trouvent pas de travail pour assurer la relève. Il y a un problème de relève qui se pose. Parce que nous, pères de famille, c'est nous qui assurons la dépense quotidienne. Bon, arrivé à la retraite, normalement, ce sont nos enfants qui doivent prendre la relève. Mais malheureusement aussi, ces enfants-là n'arrivent pas à trouver de travail. Ce qui fait que bon, les pères de famille, toute la vie, ils sont obligés d'assurer la dépense chez eux. C'est ça qui fait que c'est très difficile. Parce que les jeunes là, je ne reproche rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'industrie où ils peuvent aller chercher du travail. Avant, nous, quand on était jeunes, on se déplaçait, on allait à l'usine Bata, Icotaf, et on nous prenait comme journaliers. Et on gagnait un peu, on donnait à nos parents. Mais malheureusement aujourd'hui, les enfants ne pouvaient pas aller chercher du travail, mais pour aller où? Il n'y a pas de travail. Chez la famille SEC, la hausse de certaines denrées se fait durement sentir sur les dépenses. Parfaitement, c'est pratiquement du 35% d'augmentation sur ce que je percevais. Naturellement, c'est une charge supplémentaire, probablement dû au fait que certains commerçants n'ont pas suivi les consignes. J'ai fait de sorte que je puisse donner au moins 15 à 20 jours de dépenses et après le reste, j'essaie de voir. Les pères de famille sont confrontés à un véritable casse-tête pour assurer la dépense quotidienne. Selon certains, si les prix ne sont pas revus à la baisse, ils risquent de réduire le nombre de repas. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi la totale. C'est tout pour ce numéro. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci.